Salut les gars. Euh, je sais que normalement ça doit être un live de 3 heures, mais on va faire 2 heures finalement. Pourquoi? Parce que déjà j'ai pas envie de finir extrêmement tard. Vous voyez qu'il est déjà 22 heures chez moi. Et puis aussi, par rapport à l'inverse des directs, les vidéos c'est quelque chose que tu dois publier. Vous voyez. Et déjà, comment vous dire que le jour précédent, bon, le jour 215 et puis le jour 216, pour uploader ça, j'en ai sué. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma chambre, je capte pas bien, malheureusement. Il faut que j'aille au salon pour bien capter. Mais au salon aussi, je ne peux pas aller la nuit, tu vois. Surtout quand tout le monde dort, etc. Donc je dois attendre le lendemain, etc. Bref. En gros, il me faut une bonne connexion pour pouvoir uploader des trucs de 2 heures. Et puis même j'ai la bonne connexion en question, même si je dois aller au salon. Mais en fait, il faut aussi que je branche mon disque dur. Et puis, voilà, pour ceux qui l'ont remarqué, Je- mon disque dur est un peu énervant. Tu déplaces un peu l'ordinateur, le disque dur se déconnecte. C'est pas un disque dur, ouais, mais voici. C'est pas un disque dur qui est branché directement en USB-C, non. J'ai un adaptateur et puis le disque dur est branché à l'adaptateur. Donc peut-être même c'est l'adaptateur le problème, je sais pas. En gros, je dois pas trop bouger. À cause de ça, je bouge pas trop mon écran, etc. Parce que un petit faux pas, l'enregistrement s'arrête parce que le disque dur a bougé, etc. Bon, bref. Donc, imaginez la même chose, mais sur YouTube. Pour ceux qui connaissent un peu YouTube, lorsque tu uploads une vidéo, jusqu'à la vérification, tu as besoin que la source soit présente, tu vois. Donc, jusqu'à ce que ça commence à vérifier des droits d'auteur, je ne peux pas débrancher. Il ne faut pas que mon disque dur se débranche, en quelque sorte. Donc, voilà, c'est pas très ergonomique. Surtout que plus la longueur de la vidéo est longue. Qu'est-ce que je raconte là? Plus la longueur de la vidéo est grande, plus le téléversement de la vidéo, le plot de la vidéo est long. Vous voyez? Et puis si je peux pas uploader un truc qui va me prendre 1 heure à uploader et puis je reste dans une position. En tout cas, bref, les gars, c'est un truc que moi aussi je peux comprendre, c'est un truc que moi aussi je vis. Mais en gros, même là, c'est que je vous fais un truc de 2 heures. Je vais arrêter, je vais mettre pause, bon, je vais couper en quelque sorte. Fait 1 heure pour constituer le jour 217, si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, je vais relancer pour faire le jour 218. Comme ça, là, je vais poster 2 vidéos différentes. Jour 217, jour 218. Du coup, je trouve ça mieux, quoi. Parce que poster deux grands trucs de 2 heures, ou bien un grand truc de 3 heures, non. C'est pas pratique. C'est pas du tout pratique pour moi. Donc, en gros, c'était pour vous dire ça. Donc, ouais, je sais que il me reste encore 1 heure. Là, c'est un live de 2 heures, mais comme je l'ai dit, j'ai besoin de temps. J'ai pas envie de finir trop tard. J'ai quelque chose encore à faire après. Ah, c'est le prix à payer quand tu essaies de t'élever, les gars. Il faut sacrifier ses nuits de sommeil parfois. J'ai un truc encore à faire, donc j'ai pas envie de terminer trop tard dessus. Et puis voilà. Voilà. Donc on va faire 2 heures. Demain encore, je sais que j'aurai 2 heures. Et puis voilà. Je vais voir. On va voir. Peut-être que je ferai 1 heure demain. Bref, ça dépend de plein de paramètres. Aujourd'hui même, j'ai eu la chance. J'ai j'ai une tâche sur laquelle j'ai moins duré. Mais j'ai fait exprès de moins durer. Donc on va voir si demain, pour rattraper tout ça, va falloir peut-être que je fasse encore la, la même tâche pour éviter de moins durer. Bref, c'est un gros bordel. Mais on est parti. Donc, abonnez-vous, mettez un j'aime, voilà. Pour ceux qui aiment ce que je fais. Mais moi aussi. Je pense pas que. Les gars, en fait, je savais même pas que le Super Bowl c'était hier. Je vous le jure, je l'ai appris en faisant une activité. À un moment, je me suis retrouvé sur Twitter. Et puis, comme vous voyez, Twitter, bah, il y a les tendances juste à droite. Bon, Twitter version ordinateur. Et c'est là que j'ai vu Kendrick Lamar. C'est là que j'ai vu Super Bowl. Je me suis dit, ah putain, il y a le Super Bowl. Tu vois? En fait, moi, je me dis, ce niveau d'insouciance au niveau mondial, ce qui se passe dans la pop culture, bref, en tout cas, tellement je suis focus dans ce que je fais actuellement. Bien évidemment, il y a ce côté programmation là, mais il y a aussi un autre truc sur lequel je ne vous dis pas. Mais bref, en tout cas, bref, je suis focus sur je suis focus sur des trucs en particulier actuellement que tellement, même des événements gigantesques comme le Super Bowl, c'est pas quelque chose que je savais.
c'est quelque chose sur lequel je suis tombé. Si j'avais pas vu ça, si j'étais pas allé sur Twitter hier, on dirait même que c'est aujourd'hui à minuit. Oui, parce que c'est aujourd'hui à minuit. Si j'étais pas tombé sur Twitter, en tout cas dans les dernières 24 heures, c'est peut-être cette miniature qui allait me faire savoir. Ou bien d'autres vidéos YouTube qui allaient popper. Sinon, les gars, j'en avais aucune idée. Vous voyez. Moi, je me dis, c'est pas forcément un facteur, mais j'aime me dire que c'est une preuve que tu es sur la bonne voie. Parce que tu es tellement concentré sur ce que tu fais que si l'information n'est pas du niveau mondial, mais je sais pas, n'est pas de niveau extraterrestre, l'information ne te parvient pas tellement tu es engouffré dans un autre truc au fait. Donc moi je me dis que les gars, si vous arrivez à être concentré sur quelque chose, sur n'importe quel domaine de cette manière, vous êtes sur la bonne voie, j'en suis sûr. Vous êtes sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie. Malheureusement, il y a la patience. La patience, c'est quelque chose qu'on peut pas enlever. Quand la, quand la consécration, quand la concrétisation, tout ça ils vont venir, on ne sait malheureusement pas. Il faut juste continuer. Il faut juste se taire et endurer. C'est ça la vie d'un homme. Donc, on va se mater une vidéo comme d'habitude et puis ensuite on va aller faire. Le reste du projet, c'est pas bien compliqué. Mais comme je vous l'ai dit, bah, j'ai envie de me fatiguer un peu plus côté design. Donc, une fois qu'on aura fait un peu toute la logique, et j'ai réglé un problème avant que j'arrête le live de l'autre fois. Voilà, si je réécris encore quelque chose là, ouais, ça l'a fait ça normalement. Donc, on se tape une vidéo, puis après on commence. I don't really want code. Mon ami Henri est un créatif développeur à succès parti d'absolument rien il y a 3 ans et qui aujourd'hui vit sa meilleure vie de développeur freelance à Malaga. Dans cette vidéo, il va vous raconter son parcours mais aussi vous raconter la stratégie qu'il a mise en place dès le départ pour très vite percer dans le milieu. Et aussi, on va vous donner quelques trucs et astuces et on va essayer de déconstruire quelques clichés qui ont la peau dure dans ce métier. Cette vidéo fait suite à une autre interview d'un autre créatif développeur absolument légendaire, le grand Aristide Benoît. Et ce qui est marrant, c'est qu'on avait tourné et sorti cette vidéo il y a 3 ans, pile poil au même moment qu'Henri quittait son taf de serveur pour apprendre les ficelles de ce métier. Vous allez voir que même s'il y a de très fortes similarités entre les deux parcours, il y a aussi pas mal de différences qui prouvent que finalement tous les chemins peuvent mener à Rome, et là en l'occurrence à Malaga. Je suis en forme aujourd'hui. J'espère que vous allez apprendre un maximum de trucs dans cette vidéo et que ça va bien vous motiver. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, commentez. On laisse la parole à Henri dès maintenant. C'est parti. Yo Henri, écoute, si tu peux te présenter rapidement pour les abonnés qui te connaissent pas encore, je t'en prie. Qui tu es, quel âge tu as, qu'as-tu fait de ta vie, ton parcours scolaire, ton premier taf, voilà, je t'en prie, n'hésite pas. Je suis Henri Aymans, j'ai 27 ans, je suis développeur créatif freelance. J'ai commencé en étant serveur parce que j'ai jamais vraiment été copain avec l'école. J'ai toujours été bon, mais ça m'a jamais vraiment boosté ni intéressé, donc j'ai commencé à travailler assez tôt en tant que serveur. Et après 2 ans et demi de service, j'ai voulu changer parce que ça me plaisait pas, c'était pas fait pour moi. Et donc je me suis reconverti en développeur. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée de partir dans le développement en gros? J'ai toujours été un peu geek depuis que je suis petit, etc. Donc je pense que c'était assez naturel que je me dirige vers un métier de la tech, parce que c'est ce qui me plaît. Quand j'ai du temps libre, je suis aussi bien sur l'ordi que dehors, donc c'est quelque chose dont je suis attiré naturellement. Et j'ai un pote à moi qui est développeur Java. Ah, t'as un pote qui était là-dedans en gros? Exactement, ouais. Ok. Et en fait, j'avais un peu peur de devenir dev parce que j'avais un peu des a priori de faut être bon en maths, faut avoir fait des grandes études, etc. Et lui, il m'a cassé tous mes clichés, il m'a dit bah essaye et tu verras bien. Donc j'ai commencé à faire un peu de Java. Il t'a fait une Benjamin Code un peu? Exactement, mais au final, c'est la vérité. Il y a besoin de le rappeler en permanence que les maths, c'est pas nécessairement nécessaire, tout ça, c'est vraiment important. Ce qui est nécessaire, c'est d'être intéressé par le métier. Ouais. Parce que tu peux vite fait te faire avoir maintenant par les marketing des écoles, etc. Ouais. De oh, tu vas être riche, tu vas y arriver en 1 an, machin truc. Et la vérité, c'est que si t'es pas au moins un peu intéressé, passionné, peut-être pas, mais au moins que t'as un attrait pour tout ça, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, ce pote, lui, t'a présenté un petit peu tout ça et ça t'a attiré, ça t'a plu? En fait, il m'a pas tant présenté que ça, il m'a juste dit bah vas-y, essaye et tu verras, c'est pas aussi compliqué
que ça. J'ai commencé tout seul et j'ai vu que ça me plaisait, que j'aimais bien coder, j'aimais bien tester des petits trucs de mon côté. Donc petit à petit, j'ai continué jusqu'à en faire mon métier maintenant. Fascinant. Et alors, avant que ça devienne ton métier, t'as fait une reconversion. C'était quoi cette reconversion? Alors, comment j'ai commencé le dev? Donc au début, j'essayais juste quelques langages, sans vraiment me dire que ça allait être mon métier, mais j'essayais juste. Je voulais essayer des choses et j'essayais Java, j'ai essayé PHP, donc j'ai fait du front, du back. Et je me suis vite tourné vers le front parce que c'est ce qui me plaisait plus, avoir un retour visuel, etc. Mais je savais pas trop encore quoi faire. J'ai fait une première formation dans un Greta, qui est une école qui fait un peu de tout. Ça s'est pas très bien passé parce qu'on nous a promis plein de choses et au final, on savait quasiment rien faire à la fin. Après ça, je me suis tourné vers Open Classroom pendant quelques mois où avec eux, ça s'est pas très bien passé non plus. Je pense que la méthode de formation me correspondait pas. Et juste après ça, j'ai vu O'Clock qui recrutait pour une formation en alternance, en dev, donc une formation d'1 an. J'ai postulé chez eux, j'ai fait quelques tests, on a discuté, ça s'est très bien passé. Donc j'ai été pris dans cette formation, j'ai trouvé mon alternance chez Boardrider, à Saint-Jean-de-Luz, qui est là où j'habite en France. C'est comme ça que j'ai commencé. Ok, donc O'Clock, reconversion de 6 mois. O'Clock, ils ont un parcours, tu peux choisir back-end, front-end, ils ont un truc comme ça, non, à un moment donné? Je connais pas trop ce qu'ils font globalement. Moi j'ai juste fait la formation en alternance qui maintenant c'est terminé. D'accord. On était un peu les cobayes, mais ça s'est très bien passé, les profs étaient très cool, que du bien de cette école. Mais je pourrais pas recommander l'école plus que ça, je connais pas, j'ai pas assez d'expérience avec cette école. Moi au Clock, j'ai toujours bien kiffé, en tout cas sur le papier, et puis les relations que j'avais avec eux, ça m'a l'air pas mal, mais effectivement, j'ai jamais testé l'école. Et toi, c'était en fait dans un contexte un peu spécial, parce que c'était l'alternance en gros. C'est ça. Mais tous les retours que j'ai aussi de Clock sont très bons, et de ce que j'ai pu voir, les profs sont vraiment très cool, ils t'aident, ils te poussent, Cool. J'ai bien aimé la formation chez eux. Et du coup, en alternance, t'étais dans une boîte en fait. Cette boîte de surf. C'est ça, de surf, de ski, c'est les groupes Quicksilver et Billabong qui sont les leaders mondiaux dans tout ce qui est surf, ski, snowboard, etc. Et on s'occupait de tous ces sites à l'international. Je faisais un peu de tout, mais je faisais beaucoup plus de front et je vais pas dire créatif, mais des petites pages un peu jolies, on va dire. Et c'est, je pense, ce qui a amené mon attrait au creative dev et à tout ça. Et donc toi, qu'est-ce qui t'a plu vraiment dans cette reconversion en alternance en fait? Enfin, tu trouves que ça a été efficace comme enseignement? L'alternance, ça a été ce qui m'a un peu libéré. En fait, avant ça, j'avais un peu de mal à faire des projets, etc. J'avais l'impression de pas bien comprendre, de pas savoir quoi faire. J'avais un peu peur de faire. Et une fois que je suis arrivé là-bas, en fait, on m'a dit, tiens, t'as des projets à faire, t'as des choses concrètes à faire, t'as des deadlines, tu te débrouilles. Si t'as besoin d'aide, on est là. Et en fait, le fait d'avoir des objectifs concrets, d'essayer des choses et quand tu commences à faire des choses avec des objectifs concrets et que ça marche, tu te dis ok, en fait, il n'y avait pas à avoir toute cette peur de je sais pas par où commencer, je sais pas faire, j'ai pas envie de mal faire. Il faut juste se lancer. De toute façon, quand tu commences, ce sera pas bien fait dans tous les cas, c'est normal. C'est quasiment tout le monde. Tu peux pas commencer et faire les meilleures choses du monde. Donc pour moi, il faut juste faire et essayer de nouvelles choses. Et ça vient petit à petit. C'est pour ça qu'on met toujours l'accent, enfin moi sur la chaîne et beaucoup d'autres personnes, on met toujours l'accent sur faire des projets perso, faire des trucs. C'est facile à dire. Nous, on sait après coup, avec le recul, que c'est ça la méthode pour s'en sortir, c'est ça. Mais c'est vrai que souvent, il faut te mettre la tête dans la merde et te dire vas-y, c'est parti quoi. Bon, du coup, tu es dans cette alternance. Qu'est-ce qui te pousse vers le creative coding? Parce que c'est pas du tout ce que tu fais pendant ton alternance du coup. Non, c'était pendant mon alternance, je faisais un peu ce qui m'a amené vers le creative coding, mais c'était un peu des pages jolies, on va dire, des nouveaux produits, etc. Et il faut les mettre en avant sur une page dédiée. Donc c'était des pages jolies, mais il n'y avait pas de WebGL, il n'y avait pas d'animation vraiment très poussée. Mais c'est un peu ce qui a attiré mon attention. Ça, c'est en train de me plaire. J'ai envie d'aller un peu plus dans ce sens-là, dans le front un peu plus joli, de faire des jolies pages, etc. On va voir que très vite, ce qui a propulsé ta carrière, finalement, c'est de trouver les sites créatifs, les awards, etc. C'est ça qui a vraiment, qui t'a mis le pied à l'étrier du creative coding. Et donc, comment tu as découvert Awards? Comment tu as découvert tous ces méga beaux sites? Comment tu as découvert cette niche, en fait, du creative coding? À la fin de mon contrat avec Boardrider, j'ai vraiment voulu me lancer tout seul. J'étais pas sûr que ça allait marcher parce que freelance, tu peux passer du temps sans que tu aies de clients, etc. Mais je voulais essayer au moins. J'avais pas d'impératif de salaire, etc. J'étais tranquille pour au moins me prendre un an et me dire si après un an ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé. À la fin du contrat, donc j'ai commencé à regarder un peu les sites qui se faisaient sur Award, à me renseigner un peu sur l'écosystème autour du creative dev. J'ai commencé à faire quelques cours de creative dev, faire un petit peu de WebGL, voir un peu comment tout ça marchait. Et mon tout premier projet a été mon portfolio. Je l'ai fait sans vraiment de prétention. J'ai essayé juste de faire quelque chose qui me ressemblait, qui me plaisait et d'y mettre tout ce que j'ai en fait. J'ai voulu le poster sur Award juste pour être sur Award et pour voir un peu comment ça marchait, etc. Et il s'avère que ce site a gagné le site du jour et m'a propulsé vers... Direct, en fait. Ouais. Ça, on retrouve un peu des similitudes avec l'histoire d'Harry. En gros, gagner ton premier award, c'est ton ticket de loterie. C'est là où tu as plein de clients qui te découvrent, qui t'envoient des mails, etc. C'est ce qui s'est passé? C'est ça. C'est plus l'industrie connaît ton nom parce que quand tu sors ton portfolio sur Award et que tu gagnes avec ça, c'est vraiment ton nom qui est sur Award en tant que développeur. Et vu que les développeurs, c'est ultra recherché, je pense que tu te fais un petit nom ou au moins tu es un peu connu dans l'industrie. Certains
une personne te mettre de côté en disant ah, il y a lui, il existe, et maintenant on peut travailler avec lui parce qu'on aime bien ce qu'il a fait, etc. C'est Donc vrai. c'est une porte d'entrée incroyable dans ce milieu-là. Oui, de gagner un award avec ton portfolio, c'est vraiment jackpot. C'est ça. Parce que gagner avec des sites, ça te fait un peu de renommée, mais gagner, t'as marqué ton nom en grand sur la page d'accueil d'Awards, développeur portfolio, c'est ce qu'il y a de mieux pour le marketing. Combien de temps il t'a pris à faire ce site-là pour gagner un award? Entre les connaissances que tu as dû apprendre et après coder tout ça, combien de temps ça t'a pris? Parce qu'en fait, on peut se dire que finalement, la rentabilité de ce site a été énormissime pour toi en fait. Bah, c'est encore ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as besoin d'un projet en fait pour te mettre les pieds dedans, etc. Et moi j'ai payé une designer, j'ai fait le projet. Ah, t'as eu cette initiative quand même de payer une designer pour faire le design de ton site, ça c'est smart et c'est important. Parce que j'ai commencé à essayer de le designer tout seul, Impossible. et j'ai vu que à force de faire n'importe quoi, de tout effacer, j'ai dû le faire 3 à 4 fois. J'ai dit bon, je vais me prendre un peu de budget, je vais payer quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et ça va être 100 fois mieux, et au moins j'aurai quelque chose dont je suis fier et qui pourrait être montré sans trop de gêne, quoi. Et combien de temps ça m'a pris du coup? Ce qui est marrant, c'est que du coup j'apprenais en même temps que je faisais, donc dès qu'il y avait une nouvelle feature ou une nouvelle animation, je savais pas du tout comment la faire, et j'apprenais sur le tas. Ça a dû me prendre un peu plus de temps que si je le faisais maintenant, ça a dû me prendre 3 mois. D'accord, le 3 temps mois de quand tout même, apprendre, le WebGL, sur mon site t'as une petite sphère qui bouge, etc. Mais ce qui est bien, ce qui te challengeait en fait, c'est que t'avais un design avec des choses dedans que tu savais pas faire en fait. C'est ça. Et ça, c'est hyper bien pour te dépasser et pour apprendre beaucoup de choses. Ça t'a servi énormément, non? Ouais. Et donc du coup, t'as eu la présence d'esprit quand même de payer un designer, ce qui peut représenter une dépense grande pour quelqu'un qui est en train d'apprendre, pour quelqu'un qui est en reconversion, mais c'est un investissement que tu regrettes absolument pas. Maintenant, avec le recul, en sachant tout ce que le site du jour m'a apporté, j'ai aucun regret, et je dirais même à ceux qui veulent faire ça, si vous vous sentez pas de designer votre site, mettez un petit budget. Si vous gagnez quelque chose, même si ça vous rapporte un client qui vous paye normalement, il sera rentabilisé votre site. Bien sûr. Et tu as aussi beaucoup de designers qui vont accepter de faire un échange équitable. Tu me fais le design et moi je te dev un petit site en retour. Voilà, je voulais arriver là-dessus. Il y a énormément de designers qui eux aussi essaient de se lancer. L'échange dont m'avait parlé Aristide à l'époque, c'est genre le designer te fait ton design, tu codes ton site et après il fait son propre design et tu lui codes son site. Et comme ça, vous avez 2 sites à mettre dans votre portfolio, 2 sites à montrer et vous avez tous les deux de la qualité au final, quoi. Et en plus, ça peut peut-être créer une relation où vous allez continuer à travailler ensemble. Donc tout est bénéfique en faisant ça. Tout à fait. Donc on retrouve les mêmes méthodes qui marchent, ça fait plaisir de voir ça, quoi. C'est cool. Comment tu l'avais payé ton site? 2005. Le design du coup de ton site 2005. 2005. Et ouais, donc t'avais mis quand même un paquet de tes économies dans ce truc, quoi. C'est ça. Mais au final, ça a été rentabilisé. T'avais la conviction que ça pouvait faire tout ça, awards et tout ça ou... Quand je l'ai fait, je pensais pas prendre un site du jour, mais je savais que je voulais quelque chose qui me plaît et que je pouvais montrer sur Twitter, etc. Je voulais pas avoir honte quand j'envoyais mon site à quelqu'un, à un client ou quoi que ce soit, parce que je vois certains sites de développeurs juniors, même s'ils sont juniors, tu peux trouver des moyens, comme on disait, même faire des templates de design, etc., de faire un peu mieux, de pousser un petit peu plus, mais moi je voulais, déjà comme tu as dit, me challenger sur, ok, j'ai envie de faire quelque chose de joli, donc je sais que de moi-même je peux pas le faire, j'ai envie de créer quelque chose d'unique, donc je mets un peu de sous, mais je savais quand même que ça allait me rapporter un petit peu, mais là, c'était avec le SOTD, ça a été rentabilisé. Fois 1000, quoi. Fois 1000. Du coup, tu as commencé ta reconversion. On peut dire que combien de temps après cette reconversion, tu as commencé à gagner ta vie vraiment avec ce nouveau métier? Sans compter l'alternance qui, là, tu étais vraiment en train d'apprendre et tu gagnais un peu ta vie, mais ta vie d'aujourd'hui, en fait, ta vie de freelance. À partir de ma reconversion, donc j'ai travaillé, j'ai fait 1 an d'alternance chez Boardrider. J'ai fait 6 mois de CDD ou un peu plus. Après ça, ils m'ont proposé un très bon salaire, mais moi qui voulais partir en freelance, j'ai préféré dire non et suivre mes convictions et partir en freelance. Et après, grâce à ce portfolio et un peu cette chance que j'ai eue de prendre ce site du jour, c'est arrivé assez vite. J'ai pu vivre convenablement dès la première année. Donc oui, 2 ans après que je me sois lancé. Et pendant ces 2 ans, t'étais pas non plus à la rue, vu que t'étais payé par l'alternance un petit peu. Exactement. Donc en fait, 2 ans assez confortables finalement dans cette reconversion, quoi. C'est ça, pas d'excès, pas de trucs, mais quand tu viens de commencer déjà et que t'arrives à toucher un salaire correct, j'avais pas besoin de plus, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ah bah, je comprends tout à fait. Rien qu'avoir des clients, c'est déjà une dinguerie en soi. C'est ça. On l'a déjà dit, mais aujourd'hui, t'es dev freelance depuis Malaga. On dirait que c'est un peu la vie de rêve et tout. Est-ce qu'il y a des difficultés cachées dans ce style de vie, dans ce rythme de vie? Est-ce qu'il y a des choses un peu plus compliquées qui ne se disent généralement pas ou qu'on cache pour fanfaronner? Je pense déjà que ça dépend de la personne, que certains vont trouver que des points positifs, d'autres que des points négatifs à être freelance, etc. Moi je trouve que c'est très cool parce que j'ai la liberté de faire un peu ce que je veux quand je veux. Aussi la chance de pouvoir dire non à certains clients. Les clients viennent me chercher parce qu'ils apprécient mon travail, donc j'ai un peu mon mot à dire sur le design, sur les animations qu'ils veulent. Et je trouve ça très cool, cette liberté, essayer d'amener le projet un peu plus haut, d'avoir cette force. Mais de l'autre côté, ça te met aussi de la pression, où, surtout moi, qui venais de commencer le créatif, je me suis fait propulser sur Awards, etc. On attend beaucoup de choses de moi et
je vais pas dire que j'ai pas le droit à l'erreur, mais t'as pas envie de te planter quand t'as cette chance de pouvoir travailler dans ce que t'aimes, t'as envie de faire bien, etc. Donc c'est une pression de dire il faut que tu fasses bien, il faut que... Ouais. Et c'est toute ton image qui en bâtit, c'est ça. Preuve que apparemment t'as bien fait les choses. On a parlé de ton premier award, mais t'en as gagné d'autres. Là, depuis que j'ai commencé, depuis 1 an et demi, j'en ai 3. 3 en 1 an et demi, c'est pas mal, ça fait un tous les 6 mois, globalement. Avec plein de projets qui arrivent et qui j'espère vont en gagner aussi. Donc tu peux viser le 5 awards d'ici la fin d'année, quoi. Oui. C'est gérable. Clairement. C'est beau, c'est plutôt très beau. Très cool. Bon, là, encore une fois, t'as fanfaronné, tu nous as parlé des plus et tout, machin. Mais les moins, Henri, les moins, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, ça dépend de chacun. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir travailler 14 heures par jour et être très heureuses. Moi, je trouve que déjà, cette pression, si tu travailles pas, t'as pas de salaire, donc il faut quand même accepter de nouveaux projets tout le temps, etc. Moi, ce que je trouve le plus compliqué, c'est de réussir à trouver une balance entre ta vie perso et le travail. Parce qu'en tant que freelance, tu dois aussi gérer ta comptabilité, gérer tes réseaux sociaux, gérer tes clients qui viennent t'envoyer des mails pour des nouveaux projets, etc. Donc il faut que tu regardes les maquettes, il faut que tu juges un peu est-ce que je peux prendre ce projet. Donc il y a une charge de travail en plus du développement qu'il faut réussir à caser sans oublier ta vie perso. Ça c'est encore une fois mon expérience perso, mais moi j'ai besoin, en plus on est à Malaga, ouais. Il fait soleil tous les jours, il y a la plage. Je suis pas venu ici pour m'enfermer chez moi et bosser tout le temps. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir des potes, j'ai besoin d'aller boire des coups, j'ai besoin de sortir avec mon chien, j'ai besoin d'autres choses que le travail. Et des fois, je me sens un peu mal parce que je sais que j'ai tout ce travail à faire. Ouais. Donc il faut un peu trouver cette balance entre ok, là c'est l'heure du travail et là c'est l'heure de se détendre et de plus penser à ça. Et oui, parce qu'en plus tu as très vite fait de te laisser embarquer dans tous ces projets super excitants qui te sont proposés tous les jours justement. Et donc il faut savoir dire oui aux trucs juteux, dire non aux trucs juteux aussi mais qui sont un peu moins bien et qu'il faut de toute manière que toi tu vives bien quoi. Donc bon, c'est des problèmes de riches comme on appelle ça. C'est ça. Mais ce sont des problèmes quand même qui existent quoi. Et ça peut être une charge mentale importante au final quand même. Au début quand je me suis lancé en freelance, j'étais un peu dans cette optique de ok là je vais faire que bosser, je vais en chier truc. J'ai fait ça pendant 1 an, c'était très bien. Maintenant que j'arrive un peu à équilibrer, à avoir des projets cool, un salaire cool, j'essaie un peu de remettre les barres au même niveau et d'être heureux dans toute ma vie globalement. Ouais. Entre salarié et freelance, qu'est-ce que tu préfères toi? Ah, les deux ont leurs points positifs, leurs points négatifs, mais moi j'aime beaucoup trop cette liberté. Quand j'étais chez Boardrider, on avait une maquette, c'était ça, point. Ouais. C'était, on te disait quoi faire. Maintenant, j'ai un peu le poids de pouvoir dire, ben, là, ce serait cool d'avoir cette animation. Je sais que vous avez fait ça, mais regardez, si je vous fais un test, machin, et avoir cette discussion avec le client et le designer que je pouvais pas avoir en employé. Mais c'est vrai qu'être employé, c'est beaucoup moins de stress, beaucoup moins de pression. Tous ces points dont tu parlais à l'instant, ils sont beaucoup moins là quand tu es employé. Ouais. Mais à côté de ça, c'est une question d'équilibre, encore une fois, de ce que la personne veut et... Oui, il y a des gens qui sont taillés pour le salariat, d'autres qui sont taillés pour l'entrepreneuriat et le freelancing, il y a un peu de tout, c'est vrai. Petite question tendance, d'actualité. As-tu peur de perdre ton métier par rapport aux IA et tu penses que les nouveaux développeurs, ils sont menacés un peu par tout ça? Dans le creative development, je pense qu'on n'est pas trop à plaindre parce que beaucoup de choses sont une question de sensibilité. Un bon creative dev, c'est quelqu'un qui, comme Aristide, sait comment les courbes fonctionnent, sait ce qui est joli à l'œil, pourquoi c'est joli. Et je pense qu'une IA, en tout cas pour l'instant, n'a pas cette sensibilité, ne comprend pas. Si tu lui demandes une animation, une IA va te faire quelque chose de très simple parce que c'est ce que la plupart des gens font. Mais pour avoir un peu aiguisé toute cette sensibilité, je me sens pas trop impacté par les IA et je pense pas que ça va me remplacer ou remplacer quelconque métier créatif sur le web. Autre question un petit peu tendance, qui revient tout le temps mais qu'on va balayer un peu assez facilement. Quelle techno doit-on apprendre? Dis-nous. C'est une question aussi que je me posais quand j'ai commencé, parce que quand tu commences... Tout le monde se la pose, celle-là. C'est ça. T'as tout d'ouvert, tu vois un site cool, et t'as l'impression que, il utilise React, donc peut-être qu'avec React, il peut faire ça, et machin. En fait, c'est complètement faux. N'importe quel framework que tu utilises, React, Vue, tu peux faire du Svelte ou du Vanilla JavaScript. Le plus important, ça va être comprendre ce que tu fais, comprendre comment ça marche, et à partir de là, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. N'importe quel site sur Word que tu vois, tu peux le faire. Il suffit juste de comprendre tes outils, et une fois que tout marche bien ensemble, tu pourras faire ce qu'on te demande. Ouais, exactement. Agnostique. En fait, pas de secret. Ce sera agnostique. Tous les chemins mènent à Rome, en fait. Il y a des technologies plus optimisées pour faire certains trucs que d'autres, mais tu les trouveras au moment d'entamer ton projet. Tu feras un petit peu de recherche avant d'entamer, tu verras que cette technologie c'est mieux, tu l'apprendras en 4 secondes parce que c'est la vie du développeur finalement, d'apprendre des nouveaux trucs tout le temps. Une fois que tu connais un framework, après, aller sur les autres, c'est aussi beaucoup plus facile. Exactement. Mais toi, lequel tu pratiques? Moi, j'ai commencé avec... j'étais sur du Vanilla JavaScript. Je pense que c'est bien de commencer par JavaScript, un peu comprendre comment tout fonctionne. Et là, je suis passé sur Vue.js qui m'aide à me simplifier certaines tâches qui sont un peu plus longues et chiantes à faire avec du Vanilla. Henri, on va arriver un peu sur la fin de cette interview. J'ai une dernière question. En gros, c'est quel conseil tu donnerais à des gens qui aimeraient se lancer ou qui sortent tout juste de bootcamp? Je pense que je suis un peu trop jeune déjà dans l'industrie pour pouvoir donner des conseils, mais je me base que sur mon expérience perso, donc ce qui a marché pour moi, ça peut ne pas fonctionner sur une autre personne. Mais moi, je pense qu'il faut faire des projets, essayer de faire des choses concrètes, se mettre des objectifs de « Ok, aujourd'hui, je veux développer telle feature
j'ai aucune idée comment faire, mais je vais me lancer et je vais trouver les choses petit à petit. Et je pense qu'une chose importante, c'est ne pas céder de ChatGPT ou de choses comme ça quand vous commencez, ou au moins ne pas le faire coder à votre place. Parce que tu as vite fait de copier-coller, même, je parle de ChatGPT, mais même de Stack Overflow, tu as vite fait de faire des copier-coller au début, et oui, ça va marcher, c'est cool, tu vas atteindre ton objectif, mais l'important c'est de le comprendre. Tu es dans cette phase d'apprentissage, tu as envie de comprendre pourquoi ce que tu as copié-collé ça marche, pourquoi c'est bien, est-ce que tu peux faire mieux aussi. Après cette phase, je pense que si tu as un bon regard global sur JavaScript ou peu importe ta techno que tu utilises, comment elle fonctionne, ce sera déjà parfait. Moi, je dirais que c'est pas nécessairement pas utiliser ChatGPT, mais en tout cas, si tu l'utilises, te faire comprendre tout ce qu'il te donne et de lui demander en gros de t'expliquer les choses. Je pense que justement, c'est dommage de se passer de ChatGPT aujourd'hui, c'est trop puissant, mais comme toujours, comme du temps où il y avait que Stack Overflow, ne pas copier bêtement en fait. L'utiliser intelligemment, c'est ça. Très bien. Et un autre truc que tu aimerais dire, une dédicace Merci à toi de m'avoir invité dans ton superbe appartement. C'est un grand plaisir. C'était stylé, tu t'es très bien exprimé. Ouais, cool. Et j'espère que les abonnés t'en seront reconnaissants parce que c'était un grand plaisir. C'était stylé, tu t'es très bien exprimé. Ouais, cool. Et j'espère que les abonnés t'en seront reconnaissants parce que c'était très agréable de papoter avec toi. Si vous avez des questions pour Henri, posez-les dans les commentaires de la vidéo, bien entendu. Je checkerai. Henri aussi checkera, je pense, parce que quand une vidéo comme ça sort, on squatte pas mal les commentaires pour voir un peu ce que les gens en ont pensé et s'il y a des questions. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez me poser des questions, me demander certaines choses. Dès que j'ai du temps, j'essaie de répondre et je le fais avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. Bon, nous voilà au complet, la team des trois. Joy, qui s'en va. Henri, qui a été trop cool pour cette vidéo. Et moi-même, votre autre de cette vidéo, Benjamin Code. Si vous avez kiffé, like, abonnez-vous, comme d'hab. Allez suivre Henri sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, et Instagram, c'est ses deux réseaux de prédilection. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Mon ami Henri est un créatif développeur à succès parti d'absolument rien.
Bye.